Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Oh, bonsoir mes merveilleux camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité en ce pont de l'Ascension et à 1 mois et demi des grandes vacances, comme on disait chez la comtesse de Ségur, c'est le tourisme à l'épreuve de la géopolitique. La guerre au Moyen-Orient a déclenché une crise énergétique gigantesque qui pourrait impacter l'aviation civile française, même si le gouvernement se veut rassurant. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement. La France est toujours la destination préférée du monde. Donc voilà, je pense que la saison touristique s'annonce plutôt bien. Hausse du kérosène, envolée des prix de l'essence, mais aussi hausse de la demande dans le trafic aérien, insuffisance de l'offre ferroviaire comme alternative bas carbonée, surtourisme, comment concilier l'appel de l'ailleurs, la paye du large et le tourisme responsable. On en débattra avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et direction Mexico, Elisabeth, la ville de Mexico s'enfonce, ça on le savait depuis un moment, mais le satellite NISAR de la NASA en donne des mesures précises. C'est impressionnant, hein, si on regarde en décennies, c'est plusieurs dizaines de centimètres. Nous allons partir à Mexico, Elisabeth, quand il s'agissait d'une île au milieu d'un lac. Ah, il est gestuel. Et vous, Marie? Moi, je vous emmène à Varsovie, la capitale polonaise, où vivent désormais des milliers de sangliers. Faut-il les tuer? Comment les éloigner? Certaines solutions, vous allez voir, sont futuristes. À tout à l'heure, Henriette. Et pour commencer... Sanglier, enfin bref. Et pour commencer, l'alerte d'une ancienne infirmière devenue journaliste santé sur l'angle mort de l'épidémie de Covid, en l'occurrence les Covid longs, auprès de 200 symptômes, pas toujours lisibles, négligés ou occultés par les pouvoirs publics. Selon Nora Sahara, plus de 2 millions de personnes, dont 700 000 enfants, souffriraient d'un Covid long en France. Elle-même vient en témoigner, on la retrouve tout de suite. Nora Sahara, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous avez donc écrit, réalisé cette enquête, Les oubliés du Covid, publiée chez HarperCollins. Et il se trouve que vous avez été vous-même affecté par un Covid long. Je crois que c'était en avril. C'était pas un Covid long, c'était une infection Covid quand j'étais infirmière, effectivement. Ouais. J'ai été malade comme beaucoup d'infirmières en mars 2020, tout au début. Ouais. Et j'étais en poste à ce moment-là dans une clinique en chirurgie, effectivement. Et c'est là où vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui se passe autour de symptômes qui s'accumulent et qui donnent lieu donc à cette pathologie qu'on appelle le Covid long. Voilà. On en parle avec vous après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Nora Sahara, dans votre enquête consacrée aux personnes atteintes de Covid long, vous constatez qu'elles sont mal prises en charge et se sentent abandonnées par les pouvoirs publics. Pour nous aider à mieux comprendre ce que subissent ces patients, vous avez le profil idéal. Infirmière pendant une quinzaine d'années, vous êtes vous-même contaminée sur votre lieu de travail en avril 2020. Vous développez un Covid et après la deuxième vague, vous souffrez d'un burn-out. J'étais devenu un danger pour les patients et pour moi-même. Vous démissionnez un an plus tard et vous publiez un premier livre dans lequel vous dénoncez les restrictions budgétaires en cours depuis 30 ans à l'hôpital. Quand des infirmières, des aides-soignantes me disent qu'elles font des tentatives de suicide à cause de leur charge de travail, on se rend compte qu'il y a vraiment une fracture aussi psychologique. Les soignants vont mal. Dans la foulée, vous publiez une deuxième enquête consacrée aux erreurs médicales. Selon les associations que vous avez rencontrées, 450 000 personnes en auraient été victimes en 2021. Elles se retrouvent face à des administrations hospitalières qui leur mettent le veto et qui les stoppent, qui leur disent non, circulez, il n'y a rien à voir. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait l'hôpital c'est une forteresse et qu'en face on a c'est David contre Goliath. Aujourd'hui, vous décrivez les symptômes associés au Covid long comme ceux de cette femme qui subit vomissements, brouillard mental, fièvre et fatigue chronique. La dernière fois, mon chien a essayé de s'enfuir parce que j'étais dans un nouvel appartement. J'ai fait 5 pas en courant et je me suis évanouie tout de suite. Et après, je me mets à trembler à terre, j'arrive plus à me relever. Mais vous précisez aussi que le système médical français est mal adapté à cette pathologie, les malades étant souvent considérés comme des dépressifs en puissance, aux grandes dames de cette neuropsychologue. Il y a une double punition, si on peut dire, parce qu'il y a la punition de leurs troubles et il y a quelque part la punition de l'incompréhension, parfois de l'entourage ou de la société de manière générale. Et puisque vous vous attardez encore sur le peu de moyens dont dispose le corps médical pour traiter cette maladie, vous concluez: le Covid long n'est pas une parenthèse, c'est un révélateur. Il dévoile les fragilités d'un système épuisé.
Et donc c'est une pathologie post-infectieuse comme le paludisme ou la maladie de Lyme, le Covid long. Selon l'OMS, suspicion de Covid long dès que les symptômes durent plus de 3 mois. Et il y aurait à peu près 200 symptômes. Exactement, il y a 200 symptômes, il y a un bloc commun dans ces symptômes, c'est la fatigue extrême, le brouillard cognitif, les douleurs diffuses. Et ces patients qui ont le Covid long font des malaises post-effort. Donc en fait, le moindre effort, ne serait-ce que faire la vaisselle, leur demande une consommation d'énergie extrême. Et donc ils mettent 2-3 jours parfois à s'en remettre. Et c'est des patients qui sont parfois alités 23 heures sur 24. Alors, des patients et beaucoup de patientes. On envisage donc qu'il y aurait 2 millions de Français atteints par un Covid long, dont 60% de femmes. 60% de femmes actives. Et c'est important de le dire parce qu'avant l'infection Covid, c'était des femmes actives. Souvent, celles que j'ai interrogées, c'était des sportives. Et en fait, l'infection est arrivée, elles ont déclenché un Covid long et leur vie est devenue un cauchemar dans le sens où elles ne peuvent quasiment plus rien faire. Et dans ces malades, il y a aussi à noter les enfants, qui sont l'angle mort et les seniors. Ah oui, et alors il y en a un que vous évoquez dans votre enquête, dans votre ouvrage, Nathan, un enfant de 8 ans qui a vécu véritablement un supplice pendant des mois. Un supplice tant sur le plan physique que sur le plan aussi au niveau de l'école, puisque c'est un enfant qui a été déscolarisé. Sa maman a dû quitter son travail pour s'occuper de lui. Il est alité 23 heures sur 24, elle l'alimente. Elle m'explique avoir transformé sa maison en hôpital. Et donc, elle m'explique tout l'envers du décor aussi de son combat au quotidien, c'est-à-dire les services sociaux, les enquêtes de la préfecture et de l'éducation nationale, puisque son enfant ne peut pas aller à l'école. Et ça, c'est très courant chez les enfants. Et ce que me racontent ces mamans, les aidantes oubliées, comme elles s'appellent, c'est ce quotidien très difficile. Mais vous excluez que pour certains cas des patients que vous évoquez, il y a une part d'hypocondrie, de gens qui ont une forte anxiété, qui ont eu une forte anxiété et stress lié à la période. Alors ça, je l'ai entendu, c'est vrai. Et au début de l'enquête, j'ai interrogé aussi des médecins qui m'ont dit texto, que le Covid long, c'était dans la tête. Et je venais de commencer mon enquête. Donc je me suis dit, si des médecins doutent de l'existence du Covid long, c'est que quelque part, c'est peut-être pas si réel que ça. Et après 1 an d'enquête, je peux vous dire que le Covid long, c'est pas dans la tête. Et pour avoir interrogé une centaine de malades et des médecins qui sont formés pour le Covid long et qui prennent en charge des malades de Covid long, leur quotidien est effrayant à ces patients, c'est-à-dire que c'est des vies brisées, vraiment. Et c'est des patients qui se sentent invisibles aux yeux de la société. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Les oubliés », parce qu'il s'appelle le même « Les oubliés ». Alors, précisément, des vies brisées, des gens qui se sentent occultés, oubliés, négligés, méprisés, au point, pour certains, de vouloir commettre l'irréparable. On va en parler avec vous. Et avec Anna, en Autriche, les souffrances du Covid long ont occasionné un fait divers, entre guillemets, terrible. Oui, c'est une affaire qui a choqué, ému l'Autriche en début d'année. Le 30 janvier, Samuel, un jeune homme de 22 ans, atteint d'un Covid long qu'il avait contracté en 2024, fait le choix d'un suicide assisté, c'est légal en Autriche, pour mettre fin, je cite, à ses souffrances inimaginables. Alors, le neurologue qui le suivait décrit ses douleurs comme une sensation de noyade et de brûlure simultanée. Il était, comme vous le disiez, alité 24 heures sur 24 et dans le noir. Son décès a évidemment relancé le débat sur l'absence de prise en charge du syndrome de fatigue chronique. Les patients qui sont atteints de cette pathologie se heurtent bien souvent à des erreurs de diagnostic et à une errance médicale qui peut durer des années. Et dans son dernier message en ligne, quelques jours avant sa mort, Samuel écrivait « La plupart des médecins ne connaissent même pas ces maladies et la sécurité sociale autrichienne nous traite de charlatans et de profiteurs. » Alors est-ce que selon vous, le problème principal, c'est le manque d'écoute et de formation des médecins ? Alors, principalement, c'est un véritable fléau et à travers cette enquête, je l'ai mis en lumière dans le livre. Quand vous parliez de suicide assisté, moi j'ai eu une jeune fille au téléphone durant mon enquête qui m'a dit c'est bon, je vais en finir. Je vais aller en Belgique et je vais me faire euthanasier. Et je l'ai redirigée vers les associations, d'où l'importance en France des associations que je cite dans le livre, qui sont extrêmement importantes parce que les associations que je cite sont basées sur des faits scientifiques. C'est-à-dire que c'est pas du tout du charlatanisme ou du prosélytisme. Et donc elles suivent des patients qui sont en errance médicale, parce que c'est un fléau l'errance médicale aujourd'hui dans notre pays, que ce soit pour le Covid long, mais aussi pour d'autres maladies invisibles, comme l'encéphalomyélite myalgique, qui est une fatigue chronique, qui est un des symptômes du Covid long. Et ces patients se retrouvent en errance et sont happés parfois par des dérives sectaires. Et j'en parle notamment, cette jeune fille qui est partie dans les Vosges, qui a payé 750 € un séjour pour manger des plantes, et elle me dit je suis rentrée malade, encore plus malade, et a découvert.
Oui, ou des gens qui se livrent à du magnétisme, de la cryothérapie, des trans sous substance, enfin vous évoquez... Mais alors, par ailleurs, ça n'a rien à voir avec la vaccination. Alors, évidemment, et ça vous le précisez. Je le précise il n'est pas question de signifier ou même de suggérer quoi que ce soit. Voilà, les patients que j'ai interrogés, c'est des patients qui ont été vaccinés et non vaccinés, et qui ont tous le Covid long. Voilà. Et d'après la science, et je le cite dans le livre, le Covid long est réduit de moitié avec le vaccin. Mais quand vous parlez de parcours du combattant médical, il y a quand même des antennes, enfin c'est ce qu'on trouve sur le site de Sécurité sociale, disant voilà, il y a des antennes, vous pouvez y aller, départementales, si vous pensez souffrir d'un Covid long. Ça c'est une utopie, ça n'existe pas en réalité? Non, ça existe, mais dans les grandes villes. Et donc quand vous habitez dans un village et que vous n'avez pas forcément les moyens, parce qu'il y a une précarité aussi au niveau du Covid long, c'est que ces patients ne sont pas reconnus en affection longue durée. Donc tous les soins, les frais sont à leur charge. Et donc quand m'explique cette dame qu'elle est obligée de demander à son mari de prendre un jour de repos et de faire 450 km pour aller voir un spécialiste et qu'elle a attendu 6 mois pour avoir un rendez-vous, c'est ça la réalité. Et en fait, le parcours de soins, il n'est pas, on va dire, adapté à la réalité du terrain. Et puis, il y a une loi dont vous voulez parler. La loi Zoom-Keller, exactement, qui date de 2022, c'est ça? Oui, cette loi qui date de 2022, qui a été votée à l'unanimité. Le décret d'application n'a toujours pas été signé. Il y a une association qui a attaqué l'État en juillet 2025, qui a été condamnée. Ils ont 1 an pour créer cette plateforme. C'est une plateforme de recensement pour les malades qui va aider aussi à un parcours de soins adapté et qui va aussi permettre d'investir dans la recherche et de reconnaître enfin ces malades en tant qu'infection. Mais comment vous expliquez qu'un pays comme l'Espagne, par exemple, reconnaisse le Covid long comme une affection de longue durée et pas nous, pas la France? À quoi vous l'attribuez? Vous qui avez été infirmière, vous connaissez bien le secteur privé et public, comment vous l'expliquez? Alors, j'ai échangé en plus avec beaucoup d'associations espagnoles et ce qui m'explique, c'est que les associations ont été écoutées. Et en fait, je pense qu'en France, on a un vrai problème d'écoute des malades. Et en tant qu'infirmière, c'est vrai que 15 ans d'exercice, je peux l'affirmer aujourd'hui. Et j'ai encore échangé ce matin avec une maman d'une association qui me dit avoir interpellé les pouvoirs publics sans réponse. Des courriers, j'en ai vu durant cette enquête énormément, qui ont été envoyés à l'Élysée notamment, et sans réponse. Et donc on se demande pourquoi. Et pourquoi certains pays comme l'Allemagne ont investi des milliards, l'Angleterre est très investie, et en France, cette maladie passe sous le radar. Mais vous avez même une explication, vous évoquez à un moment donné une explication quasi sociologique. Vous dites que ça vous rappelle l'après-première guerre mondiale, les gueules cassées qui reviennent du front, c'est les années folles, on veut occulter, on ne veut plus de ça. Et il y a quelque chose de similaire. Après le Covid, on veut penser à autre chose et ils en font les frais, les malades du Covid long. Effectivement, et c'est exactement ce que m'expliquent des psychologues en me disant qu'il y a une sorte de traumatisme et vouloir mettre sous le tapis ce qui dérange. Et voilà, on en est là aujourd'hui, mais en attendant, les malades sont toujours là et souffrent au quotidien. Au quotidien et cherchent des parcours de santé. Eh bien écoutez, ils vont vous lire, ils se sentiront un petit peu moins isolés et seuls. Nora Sahara, merci d'être venue dans 28 minutes. Merci. Les oubliés du Covid, en l'occurrence, il s'agit de ceux qui sont atteints par cette affection du Covid long aux éditions HarperCollins. Merci encore. Merci à vous. Et on va passer à un débat qui n'a rien à voir, débat sur le tourisme en ce pont de l'Ascension, alors que le nombre de voyageurs internationaux dépasse le 1,5 milliard en 2025, chiffre de l'ONU. Le transport aérien est impacté par la hausse du prix du kérosène. Le transport ferroviaire est insuffisant et en France beaucoup trop cher. Et le surtourisme envahit tous les recoins de la planète. Peut-on encore voyager de façon éco-responsable? On en parle après la mise au point d'Amira Souilem. C'est un souvenir de vacances dont il se serait bien passé. En se déclarant sur ce ferry, l'hantavirus, responsable de graves maladies respiratoires, a fait ses premiers morts. Il a aussi contaminé le secteur des croisières. S'il y a une action collective, il va y en avoir, il y en a toujours dans ces cas-là, je ne veux pas être cynique. On va dire, est-ce qu'ils ont bien entretenu le bateau? Est-ce qu'ils ont respecté les règles d'hygiène, par exemple? Le tourisme en convalescence. Une crise qui suit de près celle déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, le secteur a perdu près de 600 millions d'euros par jour pendant le conflit. Transavia a annulé 2% de ses vols en mai et juin. Certaines compagnies, comme le low-cost espagnol Volotea, vont jusqu'à vouloir imposer un supplément. En ce moment et depuis plusieurs semaines, les prix élevés du carburant sont tout à fait prévisibles. Les compagnies aériennes peuvent donc adapter leurs tarifs publiés à la situation. En revanche, ajouter une surcharge carburant à un billet après son achat ne peut pas être justifié. Guerre, crise sanitaire ou énergétique, l'année 2026 va-t-elle démentir les bons chiffres de 2025 ? L'an dernier, 1,5 milliard de terriens a succombé à l'attrait du voyage. C'est plus qu'en 2019, avant la pandémie de Covid.
Les voyageurs semblent avoir appris à s'adapter aux facteurs incertitude. Cet Australien établi en Grande-Bretagne pense avoir trouvé la parade pour passer de sereines vacances d'été. Nous allons certainement opter pour des courts courriers en Europe. On va rester en France, je pense, et dans les pays où on peut trouver des trains partout, comme l'Allemagne par exemple. Alors, face à toutes ces crises, peut-on continuer à voyager l'esprit tranquille ? Doit-on changer notre façon d'aborder le tourisme ? Est-il possible de le faire de façon dite responsable et comment ? Nos trois invités pour ce débat, Jade Lingard, bonsoir, journaliste, responsable du pôle écologie de Mediapart. Selon vous, on ne peut absolument plus continuer à voyager comme on le faisait jusqu'à présent. Il faut apprendre à voyager de façon responsable en privilégiant les mobilités douces, en l'occurrence le train et le vélo. C'est une manière de prendre le temps et de mieux apprécier nos territoires. À côté de vous, Jean-François Rial, bonsoir, PDG du groupe Voyageurs du Monde. Je signale également un ouvrage que vous avez coécrit avec Mathieu Belloir, Le chaos climatique n'est pas une fatalité, aux éditions de l'Archipel. Selon vous, si depuis début mars, le tourisme a connu une forte baisse à cause des guerres et de l'augmentation des prix du kérosène, il y aura nécessairement un rebond du tourisme. Cette situation est temporaire. Si la guerre se poursuit, ajoutez-vous, les gens finiront par s'habituer et voyageront à nouveau comme auparavant. Et à côté de vous, Jean-Didier Urbain, anthropologue, bonsoir, spécialiste du tourisme et du voyage. Dernier essai, Comment nos voyages parlent de nous, aux éditions de l'Aube. Vous considérez qu'il n'est pas bon de réfréner les pulsions de voyage dans nos sociétés, car le tourisme est un régulateur essentiel à l'équilibre des sociétés. Les gens décompressent, ils changent de monde, ils changent de vie pour pouvoir mieux revenir à la leur. Que c'est poétique. On verra ce qu'en pense Jade Lingard. Et on démarre le débat avec la citation du jour. On parle de poésie, on va commencer l'émission, une fois n'est pas coutume, avec de la littérature. Lamartine écrivait dans Voyage en Orient en 1835, « Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. » On aurait aussi pu citer Dubélé, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Bref, Jean-François Rial, le tourisme est une tendance lourde, quoi qu'il arrive, malgré les aléas, les crises, les gens continueront, selon vous, à voyager, même s'il faut le rappeler, un Français sur deux ne peut pas se le permettre aujourd'hui de partir en voyage, en vacances. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce métier, il y a 30 ans, il devait y avoir 700 millions de touristes mondiaux, donc ils faisaient des voyages de loisirs d'un pays vers l'autre. On tourne autour des 2 milliards. Et il est clair que ce soit pour les raisons qu'évoque Jean-Didier Urbain ou pour des raisons de... Parce qu'il y a plein de raisons de voyager, se détendre, apprendre, se cultiver... Il y a plein de bonnes et de mauvaises... Ça va continuer à augmenter, ce chiffre d'1,5 milliard pour c'est un chiffre de l'ONU. Oui, de l'ONU. Oui, moi je pense qu'on est plutôt... 1,5 milliard, ça va continuer. Moi je pense qu'on est plutôt à 2 milliards, je pense que ce chiffre n'est pas bon. Enfin, c'est pas très grave, ça change rien aux tendances. Mais oui, parce qu'en fait, vous avez toute une population mondiale qui accède, les classes moyennes supérieures, moyennes ou supérieures, dans tous les pays du monde. Et ces gens n'aspirent qu'à voyager. Et dans les pays occidentaux, qui voyagent plus, la fréquence de voyage augmente et la proportion de ceux qui voyagent augmente. Y compris d'ailleurs dans les classes populaires. Inéluctable. Alors, cet appel du voyage. Pourquoi pas ? Tout dépend de où on va. Et comment on y va, peut-être. Oui, mais aussi où on va, puisque finalement, ce qu'on voit, il me semble, depuis ces dernières années et décennies, c'est non seulement une augmentation du nombre de touristes, mais c'est aussi une extension du paysage touristique, avec ces croisières qui se développent au-delà du cercle arctique, avec de plus en plus de voyages de type safari au Kenya, en Afrique du Sud, ou à la découverte des recoins secrets de la jungle amazonienne. Et en fait, ça, en soi, c'est un problème, car le tourisme, ce tourisme-là, donc au plus proche de la nature, qui pourrait avoir une image un peu verte, un peu écologiste, a un impact absolument terrible sur les écosystèmes, qui n'est pas simplement les émissions de gaz à effet de serre des voyages en avion et en bateau, qui sont déjà un sujet en soi très important, puisque dérèglement climatique, mais également impact sur les écosystèmes avec à la fois la vie sauvage ne supporte pas la présence de la vie humaine, parce qu'avec la vie humaine, il y a les pollutions, il y a le bruit, il y a la construction. Et donc tout ça, en fait, crée une pression
sur une vie qui est pas soutenable. Et c'est pas que selon moi. Oui, mais justement, Jean-Didier Urbain, il y a ce problème quand même du surtourisme aujourd'hui. C'est-à-dire les gens vont au même endroit et mettent en péril certaines cultures et certains patrimoines, non? C'est vrai, mais ça tient à un modèle industriel, je dirais, qui est celui de l'attraction. C'est-à-dire qu'on a promu le voyage pour tous en termes de concentration de visiteurs. Les géographes ont évoqué les possibilités de tourisme intégré d'abord, puis diffus. Il y a un chiffre qui circule quand même, 95% des touristes se concentrent sur 5% de la planète. Alors avec Instagram, c'est encore pire aujourd'hui. Oui, voilà. Donc il y a sans doute, l'avenir passe sans doute par des politiques plus de diffusion, de dispersion, de patrimoines alternatifs. Donc il n'y a pas que Venise, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que le Machu Picchu, il y a tout le Pérou, bon, etc. Ou la Corrèze. Ou la Corrèze, bien sûr. Oui. Ou Cantal. Très bien. Vous évoquez Venise. Vous évoquez Venise. Regardez, ça va être l'objet de notre archive. Ville où l'on parle depuis décennies de surtourisme. 30 millions de visiteurs en 2025 dans la Sérénissime. Il y a près de 40 ans, les autorités envisageaient de prendre des mesures drastiques. 10 jours par an, la ville des amours frise l'arrêt du cœur. Pour la fin du carnaval, Pâques, les grands ponts de printemps et le 15 août, 150 000 touristes saturent les artères du centre et la place Saint-Marc. Le 1er mai dernier, en 6 heures, plus de 600 bus déversent 40 000 touristes aux portes de la cité des Doges. La police doit fermer le pont qui la relie au continent et instaurer des sens uniques pour les piétons dans les ruelles du centre. Pour la première fois, le maire envisage de limiter le nombre des visiteurs journaliers. Jade Lingard, c'est ça la solution, des quotas ou augmenter les taxes de séjour? Par exemple, à Kyoto, désormais, c'est 60 € la nuit pour un palace contre seulement 15 € à Paris. En fait, le problème de l'instrument, le problème de rendre plus cher, c'est que c'est très injuste. Parce que du coup, ceux qui ont les moyens, ils vont pouvoir continuer à y aller, et puis ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne pourront plus. Donc c'est toujours insuffisant comme instrument, voire ça augmente les inégalités. Je dirais peut-être qu'il serait intéressant de réouvrir les imaginaires du voyage. Et peut-être penser davantage voyage, détente, découverte, randonnée, marche, que tourisme. Et pas forcément imaginaire, et pas forcément horizon lointain. Ou alors que l'horizon lointain, il peut être assez proche de là où on habite. Une forêt, une montagne, aller marcher près d'un lac. En fait, si l'idée, parce que c'est beau ce que vous disiez tout à l'heure sur comment est-ce que en allant ailleurs, en sortant de son quotidien, on retrouve de la liberté, de l'inspiration. C'est hyper beau, c'est précieux. Et dans des vies modernes et contemporaines, on est tellement sous pression, on a besoin de ça. Donc ça, il ne faut pas empêcher les gens de faire ça. Mais par contre, leur offrir les moyens, peut-être avec des trains beaucoup moins chers et avec des possibilités de déplacement qui soient beaucoup moins polluantes et émettrices de CO2 et d'impact sur la biodiversité, de se rapprocher en fait d'endroits très beaux, très riches et très sensibles, plutôt que de toujours répéter un vieil imaginaire des... Sur la taxation, vous rejoignez ce que dit Jade Lingard ou pas? Oui. C'est injuste. Moi, je prône le quota par jour maximum plutôt que la taxe. Même si l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre. Mais surtout, moi, ce que je prône, ce qu'on fait tout le temps chez nous, on appelle ça voyager à contre-courant. Moi, je vais pratiquement chaque année à Venise. Et je déteste le tourisme de masse. Je peux vous dire que moi, je m'arrange pour aller à Venise à des moments, à des instants où je suis tout seul, à la fois en termes de moments, de périodes et d'endroits. Donc, c'est possible. Et puis, par ailleurs, vous avez des villes incroyables en Italie, sans parler de la nature et d'aller randonner, parce que c'est pas la même approche que d'aller à Venise. Vous avez des villes dingues dans le centre de l'Italie, en Ombrie, etc., où vous êtes tout seul, vous avez des trucs incroyables. Jean-François Riel, à Venise, il y a les grands bateaux, les paquebots, c'est un problème, on n'est pas là pour en parler. C'est devenu interdit. Mais à propos de ces navires et de ces paquebots, est-ce que ce qui s'est passé avec le bateau qui a été un foyer de contamination d'hantavirus risque d'affecter la navigation et en tout cas le tourisme maritime, selon vous? C'est un peu tôt peut-être pour le dire. Non, c'est pas un peu tôt, c'est tout à fait juste. Ça affecte déjà les envies de voyager. Vous savez, les gens, ils ont énormément envie de voyager pour des raisons... que Jean-Didier et Jade ont très bien évoqué. C'est devenu un produit de première nécessité d'aération mentale. Voilà. Donc ils ont... Par contre, dès qu'il y a un problème, une guerre en Iran, ils se disent « Ouh là là, on ne peut plus aller en Asie, on ne peut pas survoler la zone, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, ils se le disent. » Et puis là, vous avez cette histoire de virus, ils disent « Ouh là là, on reste chez nous, on ne voyage pas. »
Donc, il y a toujours une phase comme ça de crispation qui est très rapide, mais qui se décrispe aussi très vite. Hein. Donc oui, il y a un impact. Jean-Didier Urbain, est-ce que la géopolitique, justement, elle a un impact sur le choix des voyageurs et de leur destination? Et je pense notamment aux États-Unis, par exemple, les Français, de plus en plus de Français refusent d'aller aux États-Unis. Oui, c'est assez nouveau, je trouve, parce que l'Espagne franquiste n'a pas du tout arrêté la vague française dans les années 60. Les Français sont allés à Cuba en plein régime castriste avec une île coupée en deux entre les indigènes et les visiteurs. On a été dans la Russie poutinienne tant que Poutine n'a pas déclaré la guerre. On ne s'est jamais trop posé de questions, à vrai dire. Tant que le tyran maintient la paix, on y va. C'est à partir du moment où la guerre apparaît qu'on change d'avis. Parce que là, effectivement, on met sa peau en péril, le voyage devient vraiment une aventure, il y a du risque, et il y a un baromètre, d'ailleurs, que vous devez peut-être connaître, qui est le baromètre Ipsos, avec Europe Assistance, quels sont les risques, et la classification des risques pour les voyageurs. Le critère politique n'intervient qu'en cas de conflit. Ce qui peut inquiéter les gens, c'est l'hygiène, justement, le sanitaire, quand il y a des problèmes d'épidémie, ou alors les problèmes d'insécurité sociale. Je ne parle pas de la sécu, bien sûr, mais de la dangerosité de la fréquentation des lieux. Ça joue énormément. Mais autrement, dissuasif, massivement, il n'y a que la guerre. Alors, justement, Trump, peut-être, sera peut-être une exception historique. Trump, chez nous, moins 70% quand même aux États-Unis. Là, on est quand même confronté... Première destination de voyageurs du monde. Oui, ça serait la troisième destination touristique qui pourrait être dépassée par la Chine. Mais puisque vous parlez de la guerre, si la guerre entre les États-Unis et l'Iran ne prend pas fin et que le détroit d'Ormuz reste fermé, le pire est à craindre pour l'aviation. En tout cas, c'est ce qu'en dit Pascal de Isaguirre, écoutez, président de la Fédération nationale de l'aviation. Il faut être très transparent. Les compagnies aériennes n'ont pas un modèle économique qui leur permet de fonctionner de façon pérenne avec le niveau actuel du prix du kérosène. Donc ça représentait 25% le kérosène des coûts d'une compagnie aérienne. Ça en représente jusqu'à 45% aujourd'hui. Vous doutez que ça n'est pas tenable sur le long terme. Jaline Garde, c'est peut-être ça qui peut décourager les voyageurs, la hausse des prix du kérosène et donc des billets d'avion? En fait, et tant mieux, vous diriez? Moi, c'est-à-dire, je pense que c'est pas possible de continuer c'est pas possible de continuer à prendre l'avion autant qu'on le prend aujourd'hui, collectivement, parce que les impacts, je suis désolée de me répéter, sur le climat sont insoutenables. 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, l'aviation. Alors, les chiffres sont toujours un peu... On dit 5%, on peut dire... Parfois, on lit 7% des émissions de CO2 c'est beaucoup moins au niveau de la France. Le fait de se chauffer, nous, dans nos logements, par exemple. C'est moins, mais ça augmente. Et 2, si c'est pour le loisir... on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ça qui est intéressant. C'est que comme il y en a quand même qu'on ne va pas réussir à arrêter d'émettre tout de suite, peut-être pouvons-nous avoir un critère de vital, nécessaire, et puis superflu et substituable. Comme on a d'autres moyens de voyager, d'autres moyens de faire du tourisme, sans émettre de CO2, en tout cas en émettant beaucoup moins, moi je pense que là, en fait, c'est une question de société et qu'il faut faire d'une certaine façon une forme de révolution culturelle du voyage et du tourisme. L'avion, il faut arrêter, il faut vraiment très fortement arrêter, en tout cas très 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 fortement réduire. Il y a des projets aujourd'hui d'extension de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est insoutenable du point de vue de notre modèle, en tout cas de la protection du climat. Donc ça, c'est sûr que peut-être on peut se saisir de ce moment géopolitique pour accepter le fait qu'il faut passer à une autre manière de voyager. Jean-François Réal ? Je ne suis pas très d'accord avec Jade cette fois-ci. Non pas parce que je veux défendre mon secteur, du tout, parce que moi je suis un écologiste très 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 engagé. Mais pour je trouve que le réchauffement climatique est le problème majeur de notre civilisation. Mais je pense qu'on fait fausse route en pointant l'avion, qui par ailleurs se décarbone à une vitesse dingue. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que mon entreprise est en croissance et émet chaque année moins de carbone. C'est un peu grâce à nous, parce qu'on pousse le train, les vols directs, etc. Mais c'est surtout grâce aux compagnies aériennes qui modernisent leur flotte et qui consomment au litre au 100 beaucoup, beaucoup moins. Le problème, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, au niveau mondial, continuent de croître. L'avion en fait partie, mais tout le reste croît. C'est l'objet de mon bouquin, d'ailleurs. Et que si vous voulez tenir le scénario 2 degrés, je ne parle même plus du scénario plus 2 degrés. Il faut baisser chaque année de l'équivalent de ce qu'on a baissé pendant le Covid, les émissions. Donc ce n'est pas possible. Donc il n'y a qu'une solution, il faut acheter du temps. Et pour acheter du temps, il faut absorber du carbone. Si on ne fait pas ça,
soit en révolution de l'agriculture, soit en plantant des arbres de façon massive, on n'y arrivera pas. Et on a beau raconter tout ce qu'on veut sur l'avion, sur l'agriculture, sur ceci, sur cela, ça ne marchera pas. Voilà. Alors, on va évoquer, donc, à propos de mode de carburant alternatif, pour mieux décarboner, on évoque une solution que vous allez nous présenter, Anna. Oui, dans la grande famille des carburants durables, qu'on appelle aussi SAF, pour Sustainable Aviation Fuel. Il y a ceux qui sont fabriqués à partir de résidus agricoles, colza, tournesol, betterave ou canne à sucre, ou bien d'huile de cuisson, et qu'on peut mélanger à 50-50 avec du kérosène. Ils permettent notamment de réduire de 80% les émissions de CO2 grâce à leur bon bilan carbone. Et depuis 2025, un règlement européen impose d'ailleurs aux fournisseurs de carburant d'intégrer au minimum 2% de ces carburants durables dans les carburants qui sont livrés aux aéroports européens. Mais il y a aussi les e-carburants, des carburants de synthèse, liquides ou gazeux, fabriqués à partir d'énergie renouvelable, par exemple à base d'hydrogène. Sauf que dans la réalité, la consommation de SAF reste encore très marginale. Pourquoi ? Car il coûte très cher, jusqu'à 12 fois plus cher que le pétrole. La directrice générale d'Air France estime que 1% de SAF dans ses avions, ça coûte 100 millions d'euros. Et 10% de SAF, c'est donc 1 milliard d'euros qui vont mécaniquement se répercuter sur le prix des billets d'avion. Alors l'objectif européen de 20% de SAF, de carburant durable dans les avions à l'horizon 2035, ça semble totalement hors d'atteinte pour l'Association internationale du transport aérien. Jean-Didier Urbain, pour décarboner l'aviation, est-ce qu'il ne faut pas d'abord réduire nos déplacements, comme le disait Jade Lingard, ou alors est-ce qu'il faut peut-être tout miser sur l'avion à hydrogène ? Par exemple, la Chine vient de lancer son premier vol d'une vingtaine de minutes. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-François Rial. J'ai toujours un peu l'impression que l'avion est un peu le bouc émissaire dans cette affaire. On ne parle pas, par exemple, de l'expansion des transports routiers. Le ferroutage est un vieux projet abandonné à jamais. Si, on en parle, mais l'un n'exclurait pas l'autre, justement. Oui, l'un n'exclurait pas l'autre, mais je veux dire, il y a des solutions quand même complémentaires qui pourraient améliorer les choses. La SNCF elle-même substitue des cars à ses propres trains. Enfin bon, je veux dire, il y a quelque part quand même des contradictions qui me paraissent assez gênantes, ne serait-ce que du point de vue du consommateur lambda, quoi. Bon, où est l'écologie dans cette affaire ? Ah non, il n'y a plus de train pour vous prenez le car. Bon, je pense que là, il y a un autre problème, et je pense qu'effectivement, l'avion doit être employé autrement. C'est-à-dire il faut renoncer à tout ce qui a été court courrier, court séjour. Tous les vols indirects. Ça a été une hémorragie, c'est évident. Donc réserver l'avion, à ceux qui partent longtemps, par exemple, ou pas ? D'abord, réhabiliter le séjour un peu plus long. Et le moyen et long courrier plutôt que... Vous dites pas de low cost, pas de compagnie aérienne low cost. Pas de compagnie aérienne low cost. Si, pourquoi pas ? Ce sont les plus écologistes au monde. Ah bon ? Ah bah oui. Mais enfin, comment ça, les low cost les gens partent 4-5 jours en payant 50 € leur billet parfois. Mais je vais vous répondre. Parce que la consommation aux passagers au kilomètre est la plus faible au monde. Il vaut mieux que vous preniez une low cost pour aller à Nice que de partir à 3 en voiture. Est-ce que vous le savez, ça ? Il vaut mieux prendre le train, en fait. Ah ben bien sûr, sauf le train en Pologne, en Allemagne. Le train dont les prix sont beaucoup plus chers si on compare les trajets en France que l'avion. Tout à fait, c'est un des scandales actuels et un des blocages, un des verrous en fait majeurs contre la transition écologique. Et moi, il me semble, je ne suis pas la seule à le dire, que face à ça, pour accentuer, accélérer, encourager cette révolution culturelle du voyage et du tourisme, moi je pense qu'il faudrait un plan massif de billets de train gratuits, de passes de train gratuits, notamment pour les jeunes. On trouvera bien le moyen de le financer. En tout cas, il faut sur les billets d'avion, pour une taxe sur les billets d'avion économique pour que ce soit tellement incitatif pour le déplacement que ça conduise en fait toutes ces personnes dont on parle depuis tout à l'heure qui ont envie de voyager à voyager autrement. Jean-Didier Urbain. Oui, je pense qu'on oublie quand même une dimension, c'est le développement du voyage individuel, autoproduit, auto-organisé. Et on a un symptôme de taille qui est le camping-car. Où là, on se passe de tout. On se passe de toutes les infrastructures collectives. On n'est plus du tout dans le collectif. Et c'est vraiment ce qu'Abraham Moll appelait l'homme escargotique qui triomphe, avec sa maison sur le dos et qui peut aller jusqu'au bout du monde. Et ça, je crois qu'il ne faut pas négliger le phénomène. Pas du tout. Il me paraît extrêmement important. Quant à l'avion, effectivement, une fois, j'avais été invité par une compagnie aérienne canadienne qui m'avait dit « Mais quoi, nous polluons ?» Écoutez, nous, un avion bien rempli, qui est en bon état de marche, c'est 2 litres
aux 100 km par passager. Alors, est-ce que, pardon, la solution, c'est pas le tourisme domestique? Regardez ce chiffre, 64% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. 61% privilégieront la France en réaction notamment aux conflits internationaux. Est-ce qu'ils font pas preuve de raison, les Français? Il y a deux solutions. Soit vous êtes dans une économie dirigée, de sagesse. Pourquoi pas, hein. Et on dit aux gens, vous avez le droit de voyager qu'en France, et on le rapproche. Malheureusement, je crains que le monde entier ne prenne pas des positions comme ça. Soit vous laissez des gens décider. Et aujourd'hui, l'avion, c'est pas un problème de moyens courriers, c'est pas un problème... L'avion, si vous voulez, le CO2 émis par les avions, c'est 75% de long courrier. Donc, on peut faire tout le baratin qu'on veut sur les vols Bordeaux, machin, train, etc., etc., ça ne résoudra pas le problème. C'est toujours les mêmes qui prennent l'avion. C'est aussi les sondages qui nous montrent ça, par exemple. C'est-à-dire que ceux qui prennent l'avion sont souvent les mêmes personnes qui utilisent ce moyen pour se déplacer. Oui, mais alors attention. Privilégié économique. Non, mais ça, c'est... Alors, non, mais j'aligne garde justement sur ce point. Vous le confirmez, ça? C'est vrai. Ah bah si, c'est les personnes les plus privilégiées économiquement qui prennent le plus l'avion. Il y a une multitude d'études sur ce point. Et plus on a d'argent, plus on émet de CO2 dans ces voyages, parce qu'on prend plus l'avion. Donc en fait, c'est hyper corrélé. Mais ça, ce que vous dites, Jade, c'est vrai. D'abord, il y a... Mais pardon, excusez-moi, je finis juste ma dernière phrase. Et donc, ça montre bien que, en fait, le voyage, ça ne sera pas si difficile que ça pour les Françaises et les Français de prendre moins l'avion, puisqu'ils sont aujourd'hui une minorité à prendre l'avion pour partir en vacances. C'est là où il ne faut pas grossir le problème au mauvais endroit, et plutôt insister, me semble-t-il, sur encourager à marcher, randonner, faire du vélo et prendre l'avion. Non, mais attendez, là, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Rapidement, parce qu'on laisse la parole à raison et tort. Elle a raison dans le fait que les plus riches, évidemment, sont ceux qui consomment le plus l'avion. Elle a tout à fait raison. Mais par contre, là où elle a tort, c'est que l'avion est de plus en plus pris par de plus en plus de gens qui ne sont pas des gens riches. Donc vous êtes contre la proposition de Jean Covici de prendre l'avion seulement 4 fois dans sa vie, et vous, Jean-Didier Urbain? Mais je la trouve complètement idiote. Et vous aussi? Ou c'est pas ça aussi, être un peu responsable aujourd'hui face à l'accélération du réchauffement? Le côté prescriptif de Jean Covici, 4, voilà, et pas au plus. Mais comment vous appliquez ça au niveau mondial? Attendez, on peut laisser... Jean-Didier Urbain, c'est lui qui conclut. On n'a plus le temps. Non, je ne sais plus où j'en suis, moi. Les 4 voyages dans une vie. 4 vols par an. Oui. 4 vols dans une vie. Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a de toute façon un gros mystère. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voyager, on n'en parle pas. Donc ceux-là peuvent compenser ceux qui ont envie de voyager. Ne pas oublier non plus que le tourisme est né de l'urbanisation de la société. C'est quasi mécanique. Donc le désir de partir vient de cette urbanisation. Donc on retourne à la campagne. Très bien, tous à la campagne. Merci à tous les trois d'être venus débattre. On reste dans l'actualité vue par Marie Bonisseau et Xavier Baudu. On évoque Mexico City qui s'enfoncerait jusqu'à 2 cm par mois dans certains secteurs de la mégalopole, selon les images d'un nouveau satellite de la NASA, et Varsovie envahie par les sangliers. Mais d'abord, le mot vedette du jour, spoofing, une technique d'usurpation d'identité numérique. C'est entendu, ils sont très dissipés. Avec cette technique du spoofing. Sachez qu'on appelle ça le spoofing. Victime d'un spoofing téléphonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Spoofing, terme dérivé de spoof, jeu de cartes anglais basé sur la mystification imaginée par un comédien britannique en 1884 et devenu synonyme de canular, désigne une usurpation d'identité numérique. Depuis l'instauration du blocus américain du détroit d'Ormuz le 13 avril, de nombreux navires utilisent le spoofing pour continuer à naviguer. Ce tour de prestidigitation géographique consiste non pas à brouiller le signal électronique de position, mais à en envoyer un faux. Grâce au spoofing, un capitaine de navire filou peut signaler une fausse origine ou destination, ou faire passer son rafiot pour un autre. Ainsi, des tankers sous sanction peuvent naviguer au nez et à la barbe de la Navy. Le spoofing a permis à la Russie néo-impériale de maintenir ses exportations navales d'or noir pour financer sa guerre en Ukraine. Celle-ci, à son tour, usurpe copieusement le signal GPS des drones russes, notamment les rudimentaires Shahed 136 achetés à l'Iran, pour, selon un expert, les détourner de leur cible ou les renvoyer d'où ils viennent. Avant d'arriver en zone de guerre, le spoofing sévissait déjà chez les aigres fins, usurpant le numéro de téléphone d'une banque pour pigeonner un client, ou celui d'un PDG pour duper un comptable et puis se faire virer de fou. Selon le régulateur des télécoms, les plaintes pour spoofing téléphonique ont été multipliées par 30 en France entre 2023 et 2025. Les premières techniques d'usurpation d'identité sur le réseau précurseur d'Internet remontent à 1972 et le spoofing étalon date de 1994.
Désormais, avec quelques bribes de phrases, l'IA permet de copier la voix de n'importe qui, patron, banquier, policier, enfant, et de leurrer n'importe qui, instantanément. Même pas le temps de dire « spoof ». Merci, Monsieur Nolte. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit. C'est nous. On s'élève, hein, avec votre chronique. Parfois, on s'enfonce. Enfin, on s'élève et on s'enfonce, puisque grâce à un satellite qui est tout là-haut, le satellite NISAR de la NASA révèle que la ville de Mexico s'enfonce jusqu'à 2 cm par mois. Alors, dans certaines zones, pas toute la ville. Oui. La ville n'est pas concernée dans son entièreté. Et vous nous conduisez dans cette ancienne cité lacustre. Oui, nous allons en 1325. Alors, selon notre calendrier, quand les Mexicas, autrefois on les appelait les Aztèques, et les Mexicas, à ce moment-là, fondent la ville de Tenochtitlan. Alors, c'est une ville qui naît d'une légende. Hein. Tenochtitlan, c'est parce que les Mexicas, qui sont un peuple nomade du nord du Mexique, errent à la recherche d'un lieu où s'installer. Ils croisent un dieu qui leur dit « Vous vous installerez là où vous verrez un aigle perché sur un cactus ». Et cet aigle sur ce cactus, il le trouve au milieu du Nil, sur un lac, le lac Texcoco. Ben, évidemment, il s'y installe. Alors, c'est pas du tout une zone déserte. Hein. Vous avez d'autres cités-États dans le coin, mais elles sont très vite soumises. Et les Mexicas font de Tenochtitlan une ville absolument incroyable. C'est un monde aquatique parce que vous l'avez compris, vous avez l'île, mais une île qui est traversée par plein de canaux. Vous avez des systèmes d'îlots un peu partout, des jardins flottants et tout ça. C'est relié avec des pirogues. C'est une cité jardin aquatique qui étonne les Espagnols quand ils arrivent là avec Hernán Cortés, les conquistadors qui prennent la ville après de violents combats en 1521. Et donc, qui s'y installe à leur tour. Il s'y installe et il la transforme. Oui, il la transforme, c'est ça. Parce que déjà, il y a le geste très symbolique de s'approprier la capitale de son ennemi vaincu et la volonté d'effacer tout le passé glorieux de Tenochtitlan. Parce qu'il y a alors juste une chose qui reste, c'est l'aigle, le cactus, à lequel on a rajouté un serpent, qui demeure encore aujourd'hui l'emblème du Mexique. Mais non, les Espagnols, eux, veulent construire une ville, mais à l'instar des villes qu'ils connaissent, c'est-à-dire des villes européennes. Et donc, pour cela, ils assèchent le lac. Et ça leur permet d'étendre la ville. Donc, pendant des siècles, on pompe. On pompe dans les nappes phréatiques. Et puis, dans le même temps, on construit. Et de plus en plus de bâtiments, donc c'est de plus en plus lourd. Alors, évidemment, ça s'enfonce. Mais ça, on ne s'en rend compte qu'au début du XXe siècle. Dans les années 1920, on commence à se poser la question, mais c'est pas du tout pris en compte parce qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe sous terre. Pour vous dire, on ne s'y intéresse tellement pas qu'il faut attendre 1978, au moment de travaux d'électricité, pour qu'on redécouvre le Templo Mayor, c'est-à-dire le temple principal de la cité de Tenochtitlan, avec ici un temple qui révèle ce passé précolombien qu'on avait complètement oublié. Et pour vous rendre compte de ce qu'a pu être cette ville avant qu'elle soit transformée par les Espagnols, faut aller à quelques dizaines de kilomètres de Mexico, parce que là, vous avez encore une ville qui a conservé cet aspect extrêmement lacustre, Xochimilco, où vous retrouvez toute cette eau, toute cette végétation, c'est une cité. En tout cas, c'est presque une morale, cette histoire-là. C'est-à-dire, si vous voulez construire quelque chose en niant complètement le passé, en effaçant l'histoire, c'est simple, tout s'effondre, tout s'écroule. Vive l'histoire. Bravo. Et lac Texcoco. Texcoco. Oh là là. Magnifique. Merci Xavier. Alors, Marie, en Pologne, les sangliers investissent les villes. Entre abattage et mesures de prévention, là, c'est l'affrontement général. Oui, les images que vous allez voir ne sont pas de la fiction, je vous le promets. Oui, les sangliers pas générés pullulent. par l'IA. Non, absolument pas. Il y aurait autour de 3000 suidés, c'est le nom de leur famille d'animaux, qui se baladent dans la capitale polonaise. C'est les chiffres de la mairie. Et en voici donc 3 poursuivis par un robot. J'imagine que vous le savez, mais il ne les a jamais rattrapés. Non, il est un petit peu lent. Il a l'air un peu empêché. Polonais, qui est fabriqué en Chine. Alors c'est un robot qui a son propre compte Instagram. On le voit faire plein de trucs. Cette scène a été publiée sur les réseaux sociaux il y a 1 mois. Évidemment, c'est devenu absolument viral. Là, elle nous fait sourire. La plupart du temps, c'est beaucoup plus glauque ce qui se passe dans la ville. D'après le correspondant du journal Le Monde en Pologne, les agents du service des forêts de Varsovie euthanasient à la seringue, qui les envoie avec un fusil, les sangliers, alors en plein milieu de la ville.
Un exemple parmi plein d'autres, 4 laits, 12 marcassins abattus dans une aire de jeu le 30 mars dernier. Au total, quasiment 900 bêtes ont été tuées en un an et demi. C'est une association qui a essayé de compter. Certains défenseurs de la cause animale se scandalisent, notamment ce dimanche de Pâques dernier, quand les agents ont mis aux yeux de tout le monde les cadavres de sangliers dans une poubelle. Le problème, se défendent les autorités, le problème c'est la peste porcine africaine. Il faut contenir les fluides, la salive, le sang, et on n'a plus le droit de transporter les animaux vivants, on n'a plus le droit de les évacuer de la ville, on n'a plus le droit de les faire bouger, voilà, vers des enclos forestiers, ce qu'on faisait avant. Donc on les abat beaucoup plus. Abattage qui est coûteux et inefficace à long terme, d'après une militante du bien de tous les êtres qui a été interrogée par Le Monde. Elle dit qu'il faut des solutions comme des poubelles beaucoup plus résistantes pour pas qu'ils aillent manger dedans, sécuriser les gamelles des chats aussi parce que ça les attire, et puis faire pousser des haies d'épines et de jacinthes autour des espaces verts et arrêter avec les tulipes parce que les sangliers c'est leur dessert. Mais oui, ils adorent ça. Voilà, encore une histoire de cohabitation difficile entre les humains et le reste du monde. Ce qui est sûr, c'est que les sangliers ne vont pas avoir peur très longtemps du robot trop lent. On s'habitue à tout. C'est horrible, j'ai plus du tout envie de vous appeler Henriette. Merci Marie, non vraiment, oui. Merci à tous. Demain c'est le club avec Renaud Dely aux manettes. À lundi, tchuss.